Ah, Hello Guillaume, oui, bonjour, ça salut va? Vincent. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Alors, moi, je suis policier D'accord, depuis 21 ans. J'ai vu qu'il y avait des appels à témoignages. Donc, je dis, il n'y a pas de souci, si je peux faire avancer un peu le schmilblick, ok. c'est avec beaucoup de plaisir. Bah, l'idée c'est que tu témoignes de ce qui se passe dans ton métier par rapport notamment en ce moment au Ouais. coronavirus. Alors, franchement, sans faire de trop de catastrophisme, parce qu'il y a plus grave que Hmm. nous. Moi, je suis dans le sud de la France. Je suis à côté de Toulon. Nous, on va dire que ça commence à peine là depuis 24-48 heures à se tendre au niveau des hôpitaux. Hmm. Jusqu'ici, on avait l'impression d'être encore un petit peu épargné. T'avais du monde dans la rue. Bon, nous, on n'avait pas de masque, hein, donc ça, autant te dire que ce soit les masques, les gants, etc. C'est chacun se débrouille comme il peut. Chacun essaye de ramener. Un qui ramène 10 masques d'un côté, l'autre qui ramène une boîte de gants. Enfin, c'est l'armée à Bourbaki un petit peu. Hein, chacun Ah se ouais. débrouille. Ah oui, 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 oui. Oui, 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 entre ceux qui se mettent directement en maladie parce qu'ils ont peur d'éventuellement choper quelque chose, ils sont pas rassurés, et puis ça peut se comprendre aussi. D'autres qui refusent même d'aller contrôler les gens parce que forcément, ce qui peut se comprendre aussi, pas de masque, aucun moyen de protection, aller verbaliser les gens qui se promènent dans la rue, ouais d'accord, mais Hmm. sans équipement de protection, non. Ouais. Là, depuis 2 jours, on a reçu des masques. Alors, on a reçu des masques et des petits flacons de gel hydroalcoolique. Ouais. Les petits, hein, pas les gros, hein, les petits là. Ouais. Donc, il y en a un par véhicule. Ouais. Euh, Un voilà. petit flacon par Ouais. véhicule, ouais, Les super. boîtes de. Ouais, un flacon, ouais, je sais pas combien ça fait centilitres, mais c'est les petits. Ouais. Les masques, on en a reçu il y a 48 heures, mais ils sont mis dans les véhicules de police, c'est-à-dire que les collègues en fait, il n'y a pas de directive précise. C'est-à-dire que chacun, alors il y en a qui les portent le même masque pendant 8 heures d'affilée, d'autres qui les piochent dans les boîtes et qui les mettent que quand ils vont au contact de quelqu'un dans la rue, par exemple. Hmm. Tu vois, c'est en fait c'est chacun. Il n'y a pas de directive précise. Vous faites ci, vous faites ça, vous mettez le masque, vous le gardez tant d'heures et ensuite vous le changez. De toute façon, ce qui serait pas possible, hein, parce que Il y en a pas si assez. vraiment on respecte les consignes comme elles sont Hmm. visiblement données, c'est-à-dire qu'au bout de 3-4 heures, il sert à rien, il est obsolète le masque. Hmm. On n'en aurait pas pour tout le monde, hein. On va être clair. Et C'est- est-ce que vous avez reçu des ouais. consignes précises concernant les amendes envers ceux qui ne respectent pas le confinement? Les consignes, c'est de verbaliser, même nous en bac. Hein. Moi, je suis en brigade anticriminalité. Ouais. On va dire que les verbalisations, c'est pas du tout Ouais. de notre ressort. Hein. On va être clair, c'est pas du tout ça. Là, c'est la seule directive que l'on est. On est sorti bizarrement là, on a réussi à sortir de la politique du chiffre, dont on pourra reparler si tu veux à Ouais. une autre période. Mais là, on est parti sur le contrôle des gens. Alors la nuit, hein, moi je travaille la nuit. Sur le contrôle des gens hein, qui ne respectent pas le confinement et qui se baladent sans raison la nuit, où là, la consigne est donnée de verbaliser Ouais. systématiquement. D'accord. Donc toujours pareil, après, hein, c'est après chaque cas, il y en a qui ne veulent pas aller au contact, d'autres qui vont au contact mais qui ne veulent pas verbaliser, et d'autres qui verbalisent à tout va. Il n'y a pas de juste milieu en fait. Hmm. Chacun, Hmm. chaque personne, chaque policier en fait agit En son âme et conscience, ouais. un peu comme Hmm. en son âme et conscience, exactement. Hmm. Et est-ce que tu as l'impression que y a que la situation est sous contrôle? Non, non, ben ça, on va être clair. On va être clair, pas du tout. Ouais. Non, 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 il n'y a rien qui est sous contrôle. Personne ne sait. Ouais. Personne ne sait quoi faire. Franchement, moi, si je pouvais rester là, me mettre en maladie pendant 2 mois et rester à la maison enfermé avec ma femme et ma fille, je le ferais, quoi. Hmm. Hmm. Vraiment, tu sens vraiment une panique. Enfin, une panique. C'est pas encore Ouais. la panique parce que, Ouais. comment te dire, j'ai l'impression qu'il y a encore beaucoup de gens, notamment ici dans le sud, qui, voilà, il fait beau, il fait 20 degrés en ce moment. Hmm. Les gens ne percutent pas, je crois, ce qui est en train de se passer. Mais nous qui sommes en contact Hmm. de personnes, avec les infirmières, avec les médecins à Hmm. l'hôpital, on sent qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer, Hmm. qui n'est pas une petite grippette, Ouais, ouais. comme on a essayé de nous la glisser il y a quelques semaines en arrière. Ouais. Et là, clairement, je te dis, ça commence à être compliqué. Nous, police, au niveau des effectifs, par exemple, tu vois, Hmm.
par exemple un commissariat, le commissariat de Sanary, je ne sais pas si tu situes un petit peu. Non. Ils ont eu 7 cas de Covid Ah ouais. détectés la semaine dernière. Ouais, 7 cas, ouais. Du coup, le commissariat a été fermé 48 heures. Mais attends, mais Mais du coup, c'est fou. ouais, le temps de désaffecter, 48 heures. Mais du coup, la moitié du commissariat est en 14, ce qu'ils appellent les quatorzaines, est bloqué. C'est-à-dire qu'il n'y a plus personne à Sanary, en fait. Et Ouais. le commissariat de Sanary, il regroupe les communes de Bandol, Sanary et Sifour. C'est-à-dire c'est très grand. Ouais. Et vu qu'il n'y a plus d'effectifs, notamment la nuit, parce que les cas de coronavirus, c'était une brigade de nuit, donc les effectifs ont été décimés, c'est la Seine, donc mon commissariat, qui devait gérer les 4 communes. 5 communes sur ajout de Saint-Mandrier. Donc autant te dire que ça fait 2 patrouilles ou 3 patrouilles pour une circo qui est énorme. Après, il y a les appels, Bah oui. tous les appels auxquels on doit répondre. Quoi. Il y a toujours moins, mais il y a toujours les collègues qui interviennent sur les accidents, il y a toujours des tapages, il y a toujours des différends, il y a toujours les violences conjugales, il y a toujours les bagarres, il y a toujours... Est-ce qu'il y en a plus? Est-ce qu'il y a plus? Est-ce qu'il y a plus de ce genre de choses? Plus, non. Plus, non. Ouais. Plus, non, mais forcément, tout ce qui est intervention de voie publique, vu qu'il y a quand même moins de monde dehors, ouais. Là-dessus, ça s'est calmé. Okay. Mais là, après, il y a des choses, tout ce qui est trouble de voisinage, par contre, là, les gens, ça explose, quoi. Ouais. Ça explose. Ah oui, forcément, tout le monde est à la maison. Donc, du coup, la voisine qui marche en talons à 2h du matin, la télé, les gosses qui font du bruit, ça, là-dessus, ça n'arrête pas, quoi. Pour moi, c'est prise de service classique. Voilà, c'est comme d'habitude. Ouais. Voilà, simplement. Comme d'habitude, c'est-à-dire que je dois aller au boulot, je dois aller faire mes vacations, tout simplement. Ok. Il y a des consignes qui sont données quand même, non? De sécurité, j'imagine. D'hygiène. Ouais, ils nous demandent de respecter, tu sais, les gestes barrières, comme ils disent. Et puis c'est tout. Ah ouais. Voilà. Ok, c'est léger quand même. Ouais. Les masques qu'on a, on n'a pas le droit de les utiliser, sauf s'il y a un cas avéré devant nous. Il ne faut pas que ce soit seulement une suspicion. Enfin, il faut vraiment que ce soit qui présente qui tousse quoi. Des symptômes. Ouais. Des symptômes. Et là, on nous permet de prendre des masques. Sinon, les masques, ils sont surtout utilisés pour les gens qu'on ramène au commissariat, pour les garder à vue ou pour ceux, voilà, ils sont surtout utilisés pour eux. D'accord. Et comment ça se passe pour les garder à vue? Ils sont combien par cellule? Les gardés à vue, pour l'instant, ils ont été un par cellule. D'accord. Dans mon service, c'est un petit service, donc c'est un par cellule. D'accord. Ok. Et toi, comment tu vois la situation donc, de ton point de vue? C'est-à-dire? Par exemple, globalement, est-ce que le confinement est respecté par les gens ou pas? Non, parce que si je pouvais te montrer juste le tas de PV, et encore, on est gentil, juste le tas de PV qu'on a fait là, tu serais impressionné par le nombre de personnes juste sur ma commune qui ne respectent pas le confinement. Non, les gens, ils sont... en tout cas, ces gens-là, j'ai employé un terme qui va peut-être pas plaire à tout le monde, mais ils sont cons. Parce que t'as beau leur dire que pour leur santé de leurs proches ou la santé d'autres personnes qui n'ont rien demandé, tout simplement, qu'il faut pas qu'ils restent dehors. Mais non, le citoyen français, il faut qu'il ait sa petite balade, il faut qu'il fasse son rebelle, il faut qu'il... Voilà, puis quand tu leur dis la vérité, ils ont toujours réponse à tout. Donc voilà. De ce que je comprends là, les policiers sont quand même vecteurs du virus, puisqu'ils ne sont pas protégés. Bien sûr. Ouais. Bien sûr, bien sûr. Et d'ailleurs, on commence nous là, je te dis, à prendre vraiment la fameuse vague dans la figure, parce que il commence à y avoir de plus en plus de cas de collègues qui sont. Alors du coup, vu qu'on n'est pas testé, on n'est plus testé. Personne ne sait. Personne ne sait le nombre de cas effectivement positifs ou pas. Mais le nombre de collègues qui commencent à être arrêtés par leur médecin et qui présentent des symptômes commence à être significatif. Ouais. Ah ouais. Donc c'est pareil, j'ai envie de te dire, si vraiment ça s'accélère comme on semble s'acheminer vers malheureusement une accélération du truc, d'ici 15 jours, je ne sais pas qui va rester dehors. Quoi. Ça va être vraiment compliqué. Ah ouais, sans parler de la suite. Ouais, c'est chaud là, c'est chaud ce que tu...
Ah, c'est vraiment chaud. Ouais. C'est vraiment chaud parce que après enfin, si on peut y revenir, mais les effectifs ont été décimés, mais c'est pas d'hier, hein, Ouais. c'est depuis quelques années déjà. Donc il y a des commissariats qui sont vraiment à flux tendu déjà. Donc là, dans une brigade, un commissariat comme Sanary, c'est un tout petit commissariat. T'enlèves 7 bonhommes à la brigade de nuit, il n'y a plus personne, quoi. Hier, ils étaient 4. Hmm. J'ai eu un collègue de Sanary, ils étaient 4, bac et tenue compris, hein, ils étaient 4, les collègues. C'est fou. Ben enfin, si les gens savaient ça, mais ça serait incroyable. Alors les voyous, ils se régaleraient parce que par contre, ils en profiteraient pour tout casser. Hmm. Et les gens qui, eux, espèrent que le confinement soit respecté et que les policiers passent dans les rues pour faire entrer les gens qui n'ont rien à faire chez eux. S'ils savaient que les mecs étaient 4 pour travailler toute une nuit sur trois villes différentes, je pense qu'ils demanderaient des comptes. Je pense. C'est dingue. C'est dingue. C'est carrément dingue. Est-ce que tu aimes toujours ton métier? Ouf. Je n'aime plus mon métier. Hmm. Je n'aime plus mon métier. Et d'ailleurs, moi, ça fait 21 ans que je suis dans la police. Je suis rentré, j'en avais 19. Ça fait 6 mois que j'essaye de commencer à chercher une porte de sortie. Avant ça, déjà, je commençais à chercher une porte de sortie. Et si je te disais le nombre de collègues qui sont dans le même cas que moi, pareil, on aurait de grosses questions à se poser. De grosses questions à se poser. C'est de plus en plus que les collègues cherchent à changer de boulot, à changer d'affectation et à faire autre chose. Psychologiquement, c'est difficile. On ne sait pas du tout à quoi s'attendre. Hein. C'est quelque chose qui est c'est complètement nouveau. C'est jamais arrivé. Notre formation, on a fait une formation très complète à l'école d'infirmière, à l'époque où les études n'étaient pas universitaires et où on a abordé le sujet de la médecine de guerre, des soins de guerre, mais c'était une option, hein, faut bien le savoir, c'était une option parmi tant d'autres. Moi, j'ai choisi la santé communautaire, donc je suis partie faire de l'humanitaire plutôt que de la médecine de guerre. Donc, je suis pas franchement formée à ça. D'accord. Vous exercez où? Alors, j'exerce dans le Pas-de-Calais. Ok, donc il y a des cas de coronavirus dans votre région? Bien sûr, oui. L'hôpital de Lens, aux dernières nouvelles, accueillait jusqu'à 200 patients par jour dans l'unité Covid qui a été créée ces derniers jours. Il y a un gros manque de communication avec les médecins et les infirmiers en ville, quand même. Enfin, moi, j'ai pas eu de communication avec les médecins. J'ai pas de communication avec l'ordre infirmier. J'ai reçu aucun mail. Toutes les informations que j'ai, je suis allée les chercher. Ah ouais? Ben oui, à part 2-3 mails d'informations, mais sur des bases. En plus, on voit que l'information évolue au fur et à mesure des jours, où au départ, ne portez pas de masque. Au départ, voilà, vous allez chez les gens avec un peu de lucidité. Je pense que les infirmiers savent très bien qu'il faut mettre un masque. Parce que, alors là, non. justement, sur ce point des masques en particulier, en ce moment, sur BFM TV, sur les grandes chaînes, on nous dit que le masque est pas obligatoire, pas nécessaire. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Le masque, je suis assez d'accord dans le sens où on n'a que des masques chirurgicaux. Et que le masque chirurgical, il est prévu pour ne pas contaminer quelqu'un d'autre. Encore que la barrière, voilà, ça fait une barrière contre les gouttelettes qu'on peut émettre par les voies respiratoires, par la bouche, par le nez. Mais néanmoins, ça reste une barrière. Donc, les consignes sur le non-port du masque, moi, j'ai beaucoup de mal à l'accepter, à la comprendre. On fait avec ce qu'on a, c'est-à-dire des FFP1 parce qu'on n'a pas de FFP2, mais il est évident que dans la situation actuelle, l'idéal serait que tous les soignants puissent porter un FFP2 lors des soins, lors des visites ou à l'hôpital. Ouais. Et vous, dans votre cas, vous faites comment? À partir du 18 mars, on aurait une dotation de 18 masques chirurgicaux par semaine qu'on pourrait se fournir en pharmacie. Bon, 18 masques, sachant qu'on doit le changer tous les 2 à 4 heures, on a intérêt à baisser notre activité parce qu'on ne peut pas travailler 8 heures par jour avec 18 masques par semaine.
il y a un gros manque d'action d'un point de vue gouvernemental, mais par contre, les infirmiers, je trouve que les soignants ont réagi plutôt vite. Aujourd'hui, on en appelle à la solidarité parce que l'État ne réagit pas suffisamment. C'est quand même incroyable. Vous voyez tous les hôpitaux, les médecins, les infirmières qui font appel à la solidarité. Vous voyez des usines qui réagissent pour fabriquer du manugel. Vous voyez des mairies qui cherchent des stocks dans leurs greniers, qui vont amener ça dans les hôpitaux. Et en attendant, l'État c'est une absence qui est quand même difficilement tolérable en tant que soignant. Et oui. Oui. Oui, c'est dur de voir que en fait que là depuis quelques jours on s'en sort. Je ne sais pas comment ça va être dans 15 jours. En attendant, on marche sur la solidarité. Les infirmiers dans les hôpitaux ont des masques par solidarité, ni plus ni moins, parce qu'il n'y a pas de stock. On n'est pas protégé. On n'a pas de surblouse. Moi, je suis infirmière à domicile. Je n'ai pas de surblouse. Je vais chez les gens avec mes vêtements ou une blouse que j'ai en tissu chez moi, que je suis obligée de laver chez moi. J'en arrive à retirer mon manteau et à le laisser dehors, pas le rentrer à la maison. C'est compliqué, quoi. C'est compliqué. J'ai un cabinet qu'on a fermé, au public, on l'a fermé parce qu'on partage un cabinet avec des orthophonistes qui accueillent en majorité des enfants. Et donc notre cabinet est fermé, on n'accueille plus de public au cabinet. Donc moi je travaille dans ma voiture et chez les patients. Alors pour travailler, j'ai ça. Je vous montre. J'ai une boîte de masques. D'accord. J'ai entamé, donc il me reste une petite moitié. D'accord. Une petite moitié de masque. J'ai retrouvé, ça c'est des lingettes désinfectantes, donc j'ai 2 boîtes en stock. C'est la seule chose que j'ai réussi à me fournir sur les sites médicaux. Et j'ai retrouvé des tabliers plastiques. J'ai de la chance, pour le coup, j'ai de la chance parce que j'ai quand même trouvé des tabliers en plastique. J'en ai un rouleau, j'en ai 50, un peu moins de 50 parce qu'il est entamé, mais voilà, tout ce dont je dispose. Et des gants. J'ai pas de solution hydroalcoolique. Je vais vous montrer autre chose. C'est que là, le gouvernement a publié sur leur site, je vous montre, c'est le gouvernement, en date du 18 mars, je ne sais pas si vous allez bien le voir. D'accord. Du 18 mars. Donc là, ils ont fait un protocole de prise en charge à domicile pour les infirmiers en phase épidémique. Et ils nous expliquent ce qu'on doit faire. On doit se laver les mains, on doit utiliser de la solution hydroalcoolique. Donc, c'est-à-dire que moi, j'ai plus de solution hydroalcoolique depuis plusieurs jours déjà. Ça fait 5 jours, j'en ai plus du tout. Donc, j'ai organisé chez mes patients un système pour qu'à chaque fois que je rentre chez quelqu'un, je puisse me laver les mains. À chaque fois que je sors, je puisse me laver les mains. J'ai demandé aux patients d'ouvrir la porte pour que je ne touche pas au poignet. Néanmoins, j'ai dans mes bras, je porte du matériel, je suis censée désinfecter mon téléphone, je suis censée mettre du gel hydroalcoolique. C'est des recommandations qui sont dans le document que je viens de vous montrer avant de rentrer dans ma voiture. Je n'ai pas de solution hydroalcoolique. Donc je suis susceptible de transporter le virus et d'aller le disséminer un petit peu partout chez mes patients. C'est pas normal. Au début, on rigolait de moi quand j'arrivais avec mon masque. Oh, tu mets un masque. Oh, tu sais, on n'a rien. Et donc, on éduque les patients. On l'a toujours fait. On va continuer. On va éduquer. Mais les patients ont peur. Je pense que les patients commencent à avoir peur et ils ont raison. C'est-à-dire qu'on est passé d'un extrême à l'autre. On est passé de l'indolence à une forme de peur. C'est exactement ça. C'est exactement ça. On est passé à, il n'y a aucune raison de s'inquiéter au stade, à la phase 3, direct. Pour moi, c'est ce qui s'est passé. Moi, ma collègue, elle a réussi à trouver des masques FFP2. C'est quelqu'un qui travaille dans l'agroalimentaire. Ils utilisent ça pour quand ils vont traiter les pommes de terre, tout ça, par rapport aux pesticides, tout ça. Donc, on a réussi à récupérer quelques masques. Mais il y en a pas énormément. J'en ai une dizaine classés. Ah ouais, donc c'est la débrouille. Ouais, c'est la débrouille. Après, c'est vrai que là, ça va, on a eu des masques niveau 1. On en a eu 18, donc bon, c'est déjà pas mal, on peut tenir une semaine avec ça.
Une Mais semaine. comparé aux auxiliaires de vie ou aux aides-soignantes, les auxiliaires de vie, il y en a une, elle a un masque, normalement c'est 3 heures, ça fait une semaine qu'elle le traîne, quoi. On sent qu'il y a un manque. Alors, est-ce qu'ils retiennent les masques en attendant la grosse vague ou est-ce qu'ils ont mal préparé le truc? Je sais pas. Là, en tout cas, pour ce qui est des tests, on ne teste plus personne parce qu'il n'y a plus de tests. Ah Il n'y oui. a plus de tests. Ah oui. Ouais. Il y a une élève infirmière, justement, qui a enregistré un petit truc comme ça. J'espère qu'elle n'aura pas de problème par la suite. En gros, c'est une cadre infirmière qui donnait les consignes, qui briefait les élèves, qu'ils allaient suppléer les infirmières pour la crise. Et elle disait qu'il n'y avait plus de tests, donc on ne pouvait plus tester les personnes. Donc en gros, si vous avez les signes du coronavirus, tout sèche, nez qui coule, vous êtes susceptible de l'avoir. Donc on considère que vous l'avez. D'accord. Donc voilà, les patients sont considérés comme tels. Vous avez peur de contracter le coronavirus? Ouais, parce que je sais pas comment je vais pouvoir encaisser le truc, quoi. Est-ce que ça va être bénin ou est-ce que je vais me retrouver branché à une machine? Et moi, c'est ça qui fout les boules, quoi. Alors au début, ma compagne minimisait, maintenant elle a même plus peur que moi. Ouais. Mais ouais, il y a déjà 2 collègues infirmières qui sont décédées, hein. J'ai vu dans les messages, une de 52 ans et une de 44 ans, avec 2 enfants. Il y a un Et il y a médecin. pas mal de... Ouais. Oui. Il y a un médecin aussi, il me semble, qui est dans un sale état là. Ouais. Nous, il y a un médecin, par contre, sur Aix-Noulette, qui avait le coronavirus. Il faisait ses consultations, mais il y avait simplement le nez qui coulait. Et puis il dit un petit rhume comme ça. Et puis après, il dit bon, il a quand même fait le test. Et il s'est aperçu que ouais, c'était ça. Donc en gros, prends le bas de combat, convocation des patients, tout ça, quoi. Le traitement à la chloroquine, vous en entendez parler, vous, dans les milieux hospitaliers ou pas? Le traitement du professeur Raoult. Non, je n'ai pas entendu parler. Il y a le professeur Raoult, c'est ça, sur C'est ça, Marseille, ouais. qui en parlait. Ouais. Et il y en a aussi, je crois que c'est Pelou, là, qui vient de parler, je l'ai entendu à la radio. Il disait que oui, ce serait efficace, ça améliorerait en tout cas les chances pour les Mais patients. vous, Améliorer. dans les canaux officiels, vous n'en avez pas entendu parler? Chloroquine, non, moi c'est les médias via Internet et la radio, quoi, que D'accord, j'ai d'accord. entendu parler. Oui, non, mais quand je dis Il y a même- canaux officiels, c'est-à-dire l'État, vos confrères, L'État. vos supérieurs. Je n'ai pas entendu parler de ça. Je n'ai Ah pas oui. entendu parler. D'accord. Non. Ah ouais. Vous pensez, dites-moi si je trahis votre pensée, que le système de santé français n'est pas prêt à subir le tsunami qu'il va subir? On sait qu'il y a quelque chose qui va venir. Quelle sera la hauteur de la vague, en gros. Mm. Donc en gros, on se prépare. Je sais qu'il y aura des choix à faire. Il y a déjà le centre hospitalier de Beuvry. Il réserve les opérations urgentes. Il le réserve pour la clinique d'à côté, la clinique Ambroise Paré. Et donc il vide des unités. Les gens vont se faire opérer à Ambroise Paré. Et ce sera des unités spéciales coronavirus, du coup, au centre hospitalier régional. D'accord, ils font de la place pour accueillir les futurs malades du coronavirus. Ouais, ça va être ça. Avec les machines, tout ça. Il y a aussi à Roubaix, une infirmière qui avait dit elle était en néphrologie. Et donc, ils arrêtaient les greffes. Ils allaient faire une unité pour les personnes qui ne sont pas réanimables. Donc, en gros, de toute façon, quand une personne va être branchée sur une machine, elle va y être pendant 2-3 semaines, à peu près. Donc, pendant tout ce temps-là, la machine, ce ne sera pas pour une autre personne. Donc, les autres personnes qui ne seront pas réanimables, c'est-à-dire, il y aura peut-être des critères, style plus de 70 ans, ils auront dans cette unité de personnes non réanimables et ils auront de l'oxygène, tout ça, des soins, mais ils ne vont pas être branchés à une machine. Donc, à un moment donné, il prévoit aussi un peu d'hypnovel, quoi. Donc, en gros, c'est pour les endormir et puis peut-être les accompagner pour mourir. Ah oui. Voilà, c'est... D'accord. Ouais. Ok. Et on manque de masques, tout ça, et de gants. C'est ce qui revient beaucoup. Ok, il se prépare à gérer la misère, quoi, à gérer les déficits du système de santé français. Ouais. Mais après, il y a pas assez de machines aussi, quoi. Ouais, bien sûr.
Aussi, hein, ça a un coût aussi, les machines. Hein. En acheter plein et puis après pas les utiliser, ouais, c'est un peu de l'argent mis en l'air, mais Ouais, ouais. quand on voit toutes les coupes qu'ils ont fait sur la santé au fil des ans, à un moment donné, ça se paye, quoi. Voilà, ils baissent, ils baissent, ils baissent, ils baissent. Et puis Puis à un moment, ça après, on se casse. retrouve au pied du mur. Voilà, il y a un Voilà. problème. Mm. Ok, mon Dieu. Quelle situation. Ouais, ouais, ça fait peur. Ça fait peur. Bon, on va se retrouver dans le même état que l'Italie, je pense, dans une dizaine de jours, je pense. Quand il y a eu l'épidémie de la H1N1, on était beaucoup mieux équipés. Avant que l'épidémie arrive, on avait reçu des kits de protection pour le H1N1. Là, non. Alors que l'épidémie était avérée, c'était sûr qu'elle serait arrivée chez nous. Les avions volent tous les jours, viennent de la Chine tous les jours. C'était évident qu'on allait devoir faire face. Et vous, moralement, comment ça va? C'est dur, mais je tiens bon parce que bon, je suis mère de famille, j'ai 15 ans d'expérience quand même, donc j'ai une certaine confiance dans mon travail. Je pense que je fais en sorte d'être une bonne infirmière et de faire ce qu'il faut, de faire mon maximum. Par contre, j'ai peur pour ma famille. J'ai peur clairement, ouais, j'ai beaucoup de craintes. J'ai peur du contact avec le virus parce que on est mal équipé. J'ai peur de contracter parce qu'on est mal équipé. Vous qui êtes dans le domaine de la santé, est-ce que vous pourriez répondre à une question que je me pose? Alors, elle est peut-être bête, je ne sais pas, je la pose quand même, il paraît qu'il n'y a pas de mauvaise question. C'est, à partir du moment où il y a un malade en France, la contamination peut reprendre, c'est-à-dire que finalement, ce virus ne peut pas être éradiqué. Ce qu'on attend, c'est en fait un vaccin. Oui, tant qu'il y aura des malades qui circuleront en France, il y aura des contaminations. Ouais. Et donc, il y aura l'épidémie. Et donc, il y aura l'épidémie. Hmm. Après, si les gens restent chez eux, on a une chance. Mais c'est impossible. Les gens ont besoin de se ressourcer, d'aller faire des courses, d'aller en pharmacie. On peut pas confiner tout le monde tout le temps, c'est pas possible. Donc, mais ça peut limiter. Ce qui est intéressant dans le fait du confinement, c'est que ça pourra réduire le flux de patients graves Dans les hôpitaux, donc. Ouais. et à augmenter ainsi la possibilité de soigner les gens, de pas trier. En ça, le confinement, c'est très bien. Ça va diminuer la propagation des virus, ça va protéger les gens les plus fragiles parce qu'on va éviter les contacts avec ces gens-là. C'est important de le faire. Mais évidemment, tant qu'il n'y aura pas de traitement efficace ou de vaccin, on sera exposé à ce genre de virus. Mais bon. On a vu que le gouvernement, à un moment, disait entre 50 et 70% des Français seront contaminés par le virus. C'est-à-dire que eux, ils comptent finalement sur une immunité qui se fera par la contamination, en quelque sorte. Ils attendent que les Français soient immunisés par le fait qu'ils aient eu le virus. On peut contracter 6 semaines après l'avoir déjà fait de nouveau le virus. On peut l'avoir 2 fois. Ça n'a jamais. Le virus de la grippe, on n'est pas immunisé. On peut la faire tous les ans. Hein. On fait une grosse grippe en 2019, en 2020, on n'est pas immunisé. Hein. Non. Ça va peut-être que notre système immunitaire aura développé des anticorps spécifiques à ce virus, mais on pourra toujours contracter la maladie. On la combattra peut-être mieux. Bah écoutez, merci beaucoup pour votre témoignage. Merci, hein, vraiment. Pour votre témoignage et votre action tous les jours auprès de vos patients. Ouais. On le fait tout le temps. On sait pourquoi on a choisi notre métier. Bien sûr, quand on choisit son métier, on s'imagine pas ça. Ça, c'est quelque chose qui est jamais arrivé. Quand j'étais au collège, je me souviens, les profs d'histoire géo nous disaient toujours, on n'aura plus de guerre comme en 14-18. Ça n'existera plus. Maintenant, ce sera des guerres biologiques, des virus. Et en fait, quand moi, on me disait ça, j'avais 13 ans, je vais en avoir 40, quoi. Et aujourd'hui, je me rends compte que l'État français n'est pas prêt. C'est dingue. C'est ahurissant. Et c'est dur d'être là
en sachant ça. C'est dur de pas ressentir de la colère. C'est vraiment dur. Moi, je suis hyper en colère. J'ai un mélange d'émotions quand même qui est pas facile à gérer. Je me réveille la nuit, je me réveille la nuit. Alors qu'est-ce que ça va être dans 15 jours, j'en sais rien. Voilà. Et les gens qui vous applaudissent? Bah, ça nous touche. Bien sûr que ça nous touche. Mais bon, je le prends avec beaucoup de recul. Bien sûr que ça me touche. Mais après, voilà, après, c'est dur de voir ça en se rappelant nos manifs, où on casse le public en disant qu'on est des favorisés, où il faut pas se le rappeler quoi dans ces moments-là, parce que au début, j'avoue, quand j'ai vu les images, parce que moi j'habite un village où on m'applaudit pas, c'est pas grave, hein, mais au début quand j'ai vu les images, tout de suite mon esprit a fait le lien avec les manifs, avec le fait de pas avoir de soutien, avec tous les messages que j'ai pu lire de gens sur les réseaux qui critiquaient le fait qu'on ait qu'un jour enfant malade, qu'on ait quelques micro-avantages de rien, quoi. C'est d'un ridicule. Des fois, il faut pas penser à ça. Il faut prendre les applaudissements comme ils viennent, je pense, et puis comme une sorte d'encouragement. Mais j'aimerais que les gens se rappellent de ça longtemps. Voilà, qu'ils oublient pas. Qu'ils oublient pas que c'est nous qui sommes là, quoi. Ouais. Après, les applaudissements, bien sûr, ça fait chaud au cœur. C'est cool. Ça aide psychologiquement, ça n'aidera pas autrement, mais c'est déjà pas mal. Aujourd'hui, on prend ce qu'on peut prendre. Mais bon, ça m'empêche pas de penser à ma famille, de me dire que peut-être un jour je reverrai pas ma mère, comme toutes les infirmières et infirmiers et médecins. On en est là. Bon courage. Bon, merci. Bon Merci. courage. Vous aussi, bravo pour votre travail. Merci. Bah, c'est Bravo. rien. C'est rien. Non, si, Non, non, non. ce que vous faites depuis des années, c'est beaucoup. Plaisanter ou quoi. Il faut que les gens se réveillent aussi, quoi. Il faut que les gens soient au courant de la vérité et merci. Merci. Peu importe les critiques que vous avez, vous savez, moi, je suis pas du tout de droite. Mais je vous entends, j'écoute votre discours, je m'en fiche du bord politique, j'entends votre sagesse et votre lucidité, et votre détermination et franchement, bravo aussi. Merci. On devrait vous applaudir. Oh là. Voilà. Merci beaucoup. Mais je vous en prie. Voilà, j'espère avoir répondu comme il faut. C'est le cas. Merci beaucoup en tout cas. Ouais. Et puis, bon courage à vous. Faites attention à vous. Oui, on fait ce qu'on peut. Merci beaucoup. Merci. Bon courage aussi. Merci. Allô? Allô Nicolas? Ouais, tu m'entends bien? Ouais, je t'entends bien. Ouais, parfait. Tu veux mettre la vidéo ou pas? Je préfère pas. Ça, c'est plutôt par rapport au boulot, par sécurité. Il n'y a pas de souci, t'inquiète pas. Alors, Ouais. dis-moi. Enfin, quand on voit qu'il y en a qui se font virer pour des commentaires Facebook, je préfère éviter, quoi. Je comprends totalement, ouais. Étrange époque. Ouais, comme on dit. Alors du coup, ouais, je peux te faire un petit topo sur comment c'est géré à la Poste. Ouais, Enfin, donc- plutôt comment c'est pas géré. Toi, tu es facteur. Ouais, je suis facteur, ouais, en vélo. Ok. Du coup, fin de semaine dernière, on a reçu des gels hydroalcooliques pour les mains, mais à savoir que c'est limité à un flacon par personne. Donc les consignes, c'est de l'utiliser le moins possible. Et quand on arrive à la fin du flacon, on n'a plus rien. Donc déjà ça. Bon, après ça, à la limite, je leur en veux pas trop, vu que c'est en rupture de stock partout, apparemment. Mardi, on nous a expliqué qu'on n'avait pas le droit de retrait. J'ai vu que dans certaines régions, certains facteurs ont quand même décidé de le faire, mais ils peuvent se faire juger derrière, enfin sanctions disciplinaires, etc. Ah oui, Car on est jugé comme service d'utilité publique. d'accord. Donc, tu es obligé d'aller travailler. En gros, c'est ça. C'est exactement ça. Et en gros, on est obligé d'aller bosser et les seules consignes, c'est se laver les mains.
Donc c'est pareil, moi je suis jeune, je suis pas trop impacté. Mais admettons que je sois porteur du virus. On peut être asymptomatique, mais porter le virus. Oui, donc tu Et, peux. et dans mon boulot, je croise des personnes toute la journée. Ouais. Et t'as pas de gants, pas de masque, pas de blouse, pas de lunettes et pas de gel. Non, si, on a du gel, mais donc un flacon par personne. Donc si on arrive à la fin, après, c'est à nous de nous débrouiller. D'accord. Mais sinon, tout le reste, on n'a rien. Rien du tout. Ok, donc tu touches le courrier, en gros, tu distribues le courrier, et ce courrier peut être infecté si toi-même tu as le virus. Voilà, c'est ça. Ou c'est pareil, je touche des poignées de porte toute la journée qui ont été touchées par des centaines de personnes avant. D'accord. Donc voilà, ça peut aller très vite, quoi. Ok, donc tu es obligé d'aller bosser et sans le matériel pour pouvoir te protéger et protéger les autres. C'est exactement ça. Mais c'est pareil, hein, toute la journée. Du coup, je suis dans la rue. Bon, c'est vrai qu'il y a beaucoup moins de monde. Mais donc, il y a surtout des livreurs et des policiers. Et c'est pareil, les policiers, j'en vois très peu avec des masques. D'autres livreurs, très peu avec des masques. Des éboueurs, pareil. Enfin, en gros, tous ceux qui sont dans la rue ne sont pas protégés. Ceux qui sont obligés d'aller bosser ne sont pas protégés. C'est ça. De toute façon, quand on voit que dans les services hospitaliers, ils n'ont même pas de masque, etc., pour se protéger eux-mêmes, je comprends que les livreurs, etc., n'en aient pas non plus. Mais bon, ça craint comme situation. Ça craint vraiment, ouais. On est dans une situation d'un système de pays sous-développés, j'ai l'impression, de pays en développement. Ouais, c'est ça, quand tu vois que d'autres pays moins développés que nous ont pris des mesures directement et que nous, on a fait que coller des affiches quand on a su qu'il y avait déjà des centaines de morts en Chine, fallait peut-être réagir avant. Mais bon, c'est la France, quoi. Donc, ouais, tu constates qu'en fait, il n'y a pas de gestion à la poste de cette crise, quoi. Il n'y a pas de gestion. Non, aucune gestion. Enfin, si, on a appris, mais j'appelle pas ça une gestion, moi, on a appris avant-hier qu'on allait bosser plus qu'un jour sur deux pour limiter un maximum les rapports avec les personnes. Mais je veux dire qu'on bosse tous les jours ou un jour sur deux, ça ne change rien si on n'a pas des protections derrière. Ça ne change rien. Donc pour moi, en fait, soit on confine soit on confine tout le monde, soit on confine personne. Sauf évidemment les services médicaux, quoi. Mais je pense que le courrier peut attendre 15 jours, les colis peuvent attendre 15 jours. Voilà. La semaine dernière, j'ai un monsieur qui a gueulé parce que j'ai une dame qui m'a montré sa carte handicapée, qui avait un cancer, et qui était, à mon avis, qui se remettait d'une chimio parce que elle avait plus rien. Et le mec a commencé à l'insulter. Et je lui ai dit, mais attendez, monsieur, c'est une dame, elle a une carte de priorité, elle est handicapée, c'est normal que ce soit à elle de passer en priorité. Non, moi aussi, j'ai besoin d'acheter de l'eau, j'ai besoin d'acheter. C'est très dur en ce moment. Les gens ont perdu leur civisme, ont perdu leur solidarité, vraiment. C'est très dur, les incivilités. On reçoit tous les jours. Les caissières ont peur d'ouvrir le magasin tant qu'on n'est pas là, nous, les agents de sécurité. Donc on apporte un certain réconfort, mais en même temps, moi je suis tout seul dans le magasin, donc s'il y a 5 mecs qui arrivent avec des barres de fer, je peux rien faire. C'est les mecs mecs comme femmes comme hommes, hein, se ruent sur les produits d'alimentation. Les gens me hurlent dessus, ouais, vous créez la pénurie. J'ai une dame qui m'a hurlé dessus en me disant, ouais, tu crées la pénurie, t'as pas honte. Je lui dis, mais écoutez, la pénurie, c'est vous-même qui la créée en fait. C'est pas mon magasin. Il y a des livraisons tous les jours parce que les livraisons sont assurées tous les jours. Et là, ça fait 3, voire début de la semaine que je filtre, que je m'en prends plein la figure par certaines personnes. Là, je suis en train d'essayer de voir avec mon chef pour avoir la prime de risque parce que on est en première ligne. On n'a pas de consigne pour avoir de masque, pas de gants. Moi, les gants, c'est les miens que je prends parce que pour aider un peu les caissières, les soulager, je ramène les caddies ou les choses comme ça. Puis j'aide aussi les personnes âgées qui font certes 10 000 courses avec 3 tonnes de sacs, mais elles peuvent pas non plus soulever le même poids que moi je peux soulever. Donc je les aide, j'essaye d'indiquer d'être au moins quand même civilisé et avoir quand même une certaine solidarité. Mais je suis en contact direct, sachant que sur l'autre magasin que je fais, il y a une énorme esplanade où c'est bête, c'est peut-être méchant à dire, mais c'est que des ivrognes qui te poustillonnent à la figure. T'es en contact direct avec ces gens-là qui sont toute la journée dehors. Le confinement, ils s'en foutent parce qu'ils boivent leur bière. Donc moi, il y a ma fiancée qui est chez moi, donc je rentre, je l'embrasse pas comme n'importe quel couple devrait le faire. Je me lave d'abord les mains, je me lave le visage.
parce que ben j'ai pas envie. Ça se trouve, je l'ai encore sur moi, la chose, je sais pas. En fait, on sait pas si la personne est contaminée, ben on l'a sur nous. C'est épuisant. Et puis on n'a pas de consigne, on n'a rien. Puis en fait, on te laisse dans le flou. On te dit bah travaille, tu te tais, tu travailles, et puis c'est tout. Et là, je vois pour 2 magasins, on est 4 agents de sécurité parce que bah j'ai un collègue à moi qui s'est mis en arrêt de travail du jour au lendemain, qui a pas voulu se mettre en arrêt, qui a pas voulu travailler. Un autre qui nous a fait faux bond, qui nous a abandonnés et on n'a plus de nouvelles. Donc, certes, je vais faire des sous, je fais des heures sup, mais enfin, au bout d'un moment, la santé n'est plus là. Enfin, là, on est dimanche, je me suis levé à 8 heures pour pouvoir prendre la douche, sortir un peu mon chien et partir au boulot. Tu rentres, tu dors, t'as plus de vie. Moi, quand je vois les gens à 9 heures du matin, ils sont devant, ils ne respectent pas la queue, ça pousse, ça hurle, ça se bagarre. Mais enfin, ils sont en confinement. Donc, confinement, ça veut dire que tu peux quand même faire tes courses bah, à 13 heures, 16 heures. Tu peux faire juste un petit laps de temps. Non, les gens viennent tout le temps, tout le temps, tout le temps. Le confinement n'existe pas. Dans ma ville, très clairement, je pense, à Bourgoin ou à la Verpillière où je travaille, le confinement n'existe pas. Vraiment, ça n'existe pas parce que dans les parcs, tu as les jeunes qui font des barbecues, les enfants qui sont dehors en vélo, tout ça. Et quand on voit, juste moi ce matin, mon père s'est pris une amende de 135 euros par les gendarmes parce qu'il sortait de la messe. Hmm. Par contre, dans d'autres, enfin, il y a un peu de quartier chez moi, là-bas, non. Il n'y a pas d'amende parce que ils y mettent pas les pieds, c'est malheureux et t'enchaînes en fait vraiment l'agent de sécurité, ça me plaît, tu vois, ça me plaît. En plus, j'ai la possibilité d'évoluer dans mon entreprise, mais enfin. Ma fiancée peut en témoigner. Je rentre, je suis HS. Je veux même pas sortir le chien le soir. Pourtant, bah, c'est mon chien, mais je peux pas. C'est elle qui le fait à ma place parce que je rentre, je mange, je dors. Voilà, c'est métro, boulot, dodo. C'est épuisé. Donc il y a 2 semaines, on était à l'arrivée du virus, donc on a confiné la maison de retraite, c'est-à-dire qu'on interdisait les visites des proches, tout simplement. Et lorsque le virus a commencé à venir royalement en France, donc depuis quelques jours. Donc là, c'est confinement total avec des règles strictes. Moi, je traite 52 résidents avec 4 aides-soignantes par jour sans masque. C'est une règle qui a été donnée par l'hôpital, qui n'avait pas d'utilité d'avoir de masque, étant donné que nous sommes les principaux vecteurs de la maladie pour ces résidents. Et voilà où nous en sommes à l'heure actuelle. On vous a dit spécifiquement ne mettez pas de masque. Il n'y a pas d'intérêt. Oui, on a reçu une lettre de service. Mais des masques, vous en avez ? Oui, on en a quelques-uns. On a 2 boîtes à l'heure actuelle, 2-3 boîtes, 200. D'accord. Et on vous a dit de ne pas les mettre. Voilà. Et vous, ça vous paraît être totalement incohérent ? Bah, on confine les résidents, donc on les empêche de voir leur seule distraction qui est la famille. Ouais. Et nous qui sommes en contact avec eux régulièrement, donc on ne peut pas porter ça. Donc vous donc pouvez... en gros, ouais. Oui. Vous pouvez contaminer les résidents. C'est ça. En fait, le principal vecteur de maladie pour les résidents, c'est les soignants à part entière. Ça ne peut être que les soignants. D'accord. Donc le jour où, étant donné qu'on est je suis dans une structure pluripathologique, donc où différentes pathologies se mélangent. Donc ça va de la personne totalement saine à la personne gravataire, à la personne démente déambulante. Donc le jour où une personne est atteinte, un résident est atteint, on peut dire que toute la structure est potentiellement contaminée. Et que disent les résidents et leurs familles ? On essaye de tenir face aux familles, parce que le seul contact qu'ils ont, c'est l'infirmier et l'infirmière au téléphone. Mais oui, on se voile la face. Enfin, on se voile pas la face, on enjolive la chose. Donc là, vos résidents sont en danger ? En danger, le jour où ça arrivera, oui, vraiment. Étant donné que on a une petite réanimation qui ne seront absolument pas prioritaires,
puis à un moment donné, il faudra faire des choix et ce ne seront pas eux. D'accord. Ouais, c'est grave, là, ce que vous nous dites. C'est grave, c'est la réalité du terrain. C'est maintenant, vous allez avoir 2 personnes en face de vous à traiter, une personne de 40 ans, entre guillemets, en pleine santé, et une personne âgée de 70, 80 ans, pluripathologique, avec des comorbidités, pardon. Le choix va être vite fait. C'est logique. D'un côté, c'est pas humain. En réalité, le mot confinement, c'est simplement que les familles n'ont pas le droit de rentrer, mais sinon, tous les autres peuvent rentrer. Enfin, tous ceux qui travaillaient auparavant dans la structure peuvent rentrer. Certains postes transversaux ne sont plus acceptés. D'accord. Voilà, la pédicure, la pédicuriste qui devait venir ne vient plus, la psychologue, voilà. Après, tout ce qui est kiné et ergo, ça vient toujours. D'accord. Ouais, donc c'est quand même un confinement très relatif. Après, qu'est-ce qu'on fait? On les confine totalement et dès lors, là, il y a plus d'avancée. On est dans une gravatérisation totale de ces personnes. On ne peut pas non plus les enfermer totalement. C'est des personnes, normalement, une EHPAD, c'est un lieu de vie. C'est un lieu de vie à part entière. C'est chez eux, c'est leur chambre, c'est leur maison. Donc nous, on a une société d'aide et d'accompagnement à domicile. Ouais. Donc on s'occupe principalement de tout ce qui est personnes âgées, pour les aller à la toilette, préparation de repas, accompagnement aux courses éventuellement, et tout ce qui est confort, entretien ménager, garde d'enfants ou jardinage. D'accord. Donc nous en ce moment c'est pas la joie. Disons qu'on a une baisse d'activité par défaut due au confinement. Donc principalement tout ce qui était actif entretien ménager, on n'en a plus, donc c'est une perte relativement importante. Tout ce qui est garde d'enfants, c'est pareil. Et tout ce qui est jardinage, en théorie, on devrait pouvoir le faire, sauf qu'ils ont fermé les déchetteries. Ah oui, ouais. Donc pour nous, c'est un peu plus compliqué par rapport à ça. Et ne serait-ce que pour le mois prochain, puisqu'on a des projections par rapport à notre planification, on a une perte, je dirais, de 25 à 30% sur le mois d'avril. Ah oui, d'accord. D'activité. C'est énorme. Ah ouais, non, c'est énorme. Là, déjà qu'on a perdu un peu moins de 20%, mais on arrive à maintenir le cap. Mais si ça se dégrade encore plus... Parce que concrètement, les gens vous disent de pas venir garder les enfants, de pas venir prendre soin des... Voilà. Donc déjà, nous, on est dans un département, on est dans le sud-ouest, on est dans un département où on est très peu touché. D'accord. Mais par contre, du jour où il y a eu la mise en place du confinement, ça a été un négatif pour pas mal de monde. Donc on ne peut plus intervenir, ou alors ils veulent qu'une seule personne, voilà. Donc c'est compliqué. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on a mis en place, pour ceux qui ne désirent pas qu'on vienne, soit un contact téléphonique, ou alors un passage éventuellement de 15 minutes pour savoir s'ils ont besoin de quelque chose, si tout va bien, voilà. D'accord, mais c'est Donc bien on déjà. a pas mal de personnes isolées du fait de l'endroit où ils habitent, puisqu'on a quand même pas mal de campagnes, et du fait que les enfants, généralement, qui sont soit à Paris, soit à Toulouse, dans les grandes villes, ils disent oui, il faut absolument pas faire venir personne, pas d'entretien ménager, limite pas de course, enfin voilà. Ah oui. Donc, ouais, c'est un peu compliqué à ce niveau-là. Donc, je sais pas s'ils sont quand même soucieux que leurs parents ou grands-parents aient une vie sociale, à minima. Mais voilà. Nous, on se prépare à la vague, puisqu'on a eu une information, mais ça a été confirmé dans les médias, je crois, hier ou avant-hier, que la vague, donc nous, dans le sud-ouest, on allait être submergé début avril. On va faire une équipe basée sur le volontariat pour gérer vraiment éventuellement des sorties d'hospitalisation Covid-19. C'est-à-dire que là, on est en train de discuter avec d'autres SAD pour voir s'il n'est pas possible avec la préfecture éventuellement d'avoir une réquisition au niveau des hôtels pour que le personnel qui va s'occuper réellement des cas confirmés Covid-19 puisse au moins dormir à l'hôtel et éviter de rentrer à domicile. Ah oui, d'accord. Mais bon, ça c'est une initiative personnelle, c'est pas quelque chose qui a été prévu, c'est qu'on s'est dit, moi je vais m'y mettre
dans l'équipe. Et il est clair que je vais pas revenir à la maison avec les enfants, avec la possibilité d'être contaminé. D'accord, donc c'est une initiative citoyenne, quoi. Ouais, c'est une initiative, alors citoyenne, je sais pas, mais personnelle en tout cas, moi, pour mes salariés, en tout cas, c'est ce que je souhaite. D'accord. Ok. Bah dis donc, c'est bien d'avoir pensé à ça. Après, on a un laboratoire, enfin une parfumerie qui s'est mis à faire du gel hydroalcoolique dans la région, donc c'est plutôt pas mal. Ok, donc la résistance s'organise. Ça s'organise, on essaye d'anticiper. On essaye d'anticiper ça. J'ai peur de comment ça va se passer avec certains types de population, vraiment. S'il y a un couvre-feu, si il advient que les magasins, il y a trop d'incivilité, les magasins vont fermer. Dans d'autres magasins vers chez moi, les magasins vont fermer 2 heures, 3 heures, parce que il y a trop de bagarres. Il y a 2 dames qui se sont battues pour un bocal de sauce tomate, il y en a une qui a fini par lui éclater sur la tête. Il y a plus de... Il y a une sorte d'hystérie qui s'est emparée des gens, une sorte d'hystérie collective. Ah ouais, c'est une hystérie collective. T'en as qui sont quand même assez rationnels dans les magasins, t'en as qui sont quand même rationnels, qui se disent mais moi je veux juste faire mes courses normalement. Mais la plupart du temps, enfin tous ceux que tu vois, c'est une hystérie. Ils viennent, ils pillent, vraiment, ils laissent rien pour les personnes âgées qui peuvent pas forcément se déplacer, ou le personnel médical même, qui peut pas se déplacer, qui est tous les jours en première ligne. Mais ils pillent, mais ils laissent rien pour les autres. Par contre, quand ils arrivent chez eux, le confinement, ils en ont rien à faire. Ils font les courses parce qu'ils sont dans une psychose. Mais après, quand on leur dit, ouais, le confinement, c'est quand même important, c'est quand même essentiel pour éviter la propagation, ils s'en foutent. Ils s'en foutent. Et moi, je te dis, enfin, très clairement, à la porte de chez moi, t'as la matraque et t'as le point américain qui est préparé parce que je me dis, enfin, suffit que ma fiancée ou moi-même, je rentre des courses, un jour, le magasin va fermer, on va faire quoi? On va venir me racketter ou me voler mes courses? Parce que j'ai parce que je peux faire mes courses, voilà, je manque pas d'argent, mais j'en gagne pas non plus des masses. Mais voilà, enfin, je pense à l'avenir, les quartiers, ça va exploser, ça va exploser. Il y a un gendarme qui est venu au boulot parce qu'il venait souvent, tout ça, voir comment ça se passait. Le gendarme, il était tout fier, tout pimpant, de me dire, ah, regarde, j'ai sorti la grande gazeuse, les grosses Goliaths. Il était tout content. Je lui dis, bah, c'est bien, excuse-moi d'être cru, hein. Je lui dis, bah, toi, tu vois, t'as la gazeuse, bah, nous, les agents de sécurité, c'est nous et nos partis. Nous, on n'a pas de gazeuse, on n'a pas de matraque, on n'a rien. On n'a rien. Et moi, je dis la vérité. Moi, quand je vais au boulot, j'ai mon point américain. Je m'en fous. Je fais quoi, en fait? Il y a une dame, elle me dit, ouais, mais si on vous agresse, au pire, vous pouvez vous soigner plus tard. Des coups, ça fait mal, mais dans le temps, ça guérit. Par contre, le virus, ça peut vous tuer. Enfin, ouais, mais des coups aussi, quoi. Et je suis pas là, et je suis pas payé à me faire éclater la tête. Déjà, je suis pas quelqu'un qui me laisse faire, mais t'en as qui te bousculent, qui te disent, tu me laisses passer, sinon ça va mal partir. Bah non, monsieur, faut attendre comme tout le monde. Donc toi, tu penses Et puis, t'essayes. Dis-moi. Toi, tu penses que si la situation se tend, ça peut partir en couille, en mode pillage. Ah oui, très clairement. Quand tu vois je sais pas si tu vois sur les réseaux, moi encore heureux et avec mes collègues aussi, encore heureusement, hein, je touche du bois, ça nous est pas encore arrivé. Mais t'en as à Auchan, je pense que à Auchan Saint-Priest vers Lyon et tout, ça va pas tarder. Mais t'en as qui vont dans les réserves, qui tabassent les agents de sécurité. Je crois que c'est à un Lidl à Belleville ou je sais plus exactement le nom de la ville. Ils sont à 10 sur lui, en train de lui éclater la tête parce que dans les magasins, on essaye de limiter les achats en fait. On peut prendre des pâtes, tout ça, il n'y a pas de souci, mais c'est 5 paquets de pâtes par personne et par foyer. C'est 6 packs d'eau par personne et par foyer. Enfin, tout ce qui est vraiment essentiel, on les limite. Sauf que les gens ne veulent pas être limités. Ils veulent forcément toujours plus et en plus gros. Tu vois, des gens, on leur dit, c'est des achats de première nécessité. Les gens, ils ressortent avec quoi du magasin? Ils ressortent avec des pâtes, tout ça, pas de souci. Mais ils te ressortent avec les chipolatas, avec le beau temps qui reviennent. T'as les chipots, t'as les merguez, t'as les bières, t'as les chips. T'as vraiment de quoi faire l'apéro, mais comme si tu n'avais rien, comme s'il ne se passait rien. C'est hallucinant. Et franchement, moi, là, juste tout à l'heure, je rentrais du boulot, mais t'as
t'as des mecs, ils font des chichas dehors. Ils sont au téléphone, ils font ce qu'ils veulent. Vraiment, ils font ce qu'ils veulent. La police ne leur dira jamais rien. Hmm. Pour moi, la police ne leur dira jamais rien. Par contre, mettre une amende à un monsieur qui sort de la messe, en plus, tu sais, c'est catholique traditionnel. Donc, tu sais, c'est les gens, l'ancien temps, ils sont pas gentils, ils sont nationalistes. Donc, faut leur en mettre plein à la gueule. Par contre, dans les quartiers, ils y rentrent pas. Et moi, ce que j'ai peur, c'est à Bourgoin et à la Verpillière, t'as quand même pas mal de quartiers. Et tu sais que là-bas, ben, voilà quoi, c'est pas un couteau suisse qu'ils ont dans leur poche. Mm. Tu sais que c'est pas que du joint qu'ils fument, c'est plein d'autres choses. Ils prennent plein d'autres choses. Et franchement, ça fait flipper. Moi, vraiment, l'avenir, je la vois, mais ça va être compliqué. Quand on va en Italie où ils respectent quand même pas mal le confinement, mais que juste hier, il y a eu déjà 800 morts, ça va être compliqué. Déjà, en confinement, bon, bah voilà, tu restes à la maison, t'as pas forcément de vie, mais tu peux bouquiner, tu peux faire des choses. Quand t'es pas confiné et que tu continues à travailler en tant qu'agent de sécu ou même dans le corps médical, t'as plus de vie, t'as plus rien. Et l'État, en fait, t'en attends plus rien parce que déjà, bah, pour avoir fait les gilets jaunes, j'en attendais vraiment plus rien de l'État, hein. Mais là, j'en attends plus rien. Et puis quand tu vois que le jour de confinement vont être passés en jour de congé, si on avait pris des jours de congé à ce moment-là, bah ouais, non. Pour moi, c'est. S'il se passe quelque chose, je pense que ce serait peut-être le bon moment de dire à l'État, bah, tu vois, les gilets jaunes, tu as essayé de les répréhender, mais là, c'est plus les gilets jaunes. Il n'y a plus de couleur, il n'y a plus de gilets, il n'y a plus rien. Là, c'est vraiment le peuple qui en a eu vraiment marre, qui, au lieu de prendre des grosses mesures, vous avez collé des affiches à l'aéroport et vous avez laissé les frontières, mais open bar, les touristes italiens, que ce soit italiens, chinois, ou qui tu veux, hein. Mais bah, t'as laissé, bah, maintenant, t'as fermé, c'est bien. Mais c'était avant qu'il fallait fermer. Et l'État, hein, je pense qu'il va comprendre que là, ce sera ni question de gilet jaune, ni question de corps médical, ce sera le peuple. Déjà que gilet jaune, c'était le peuple, mais bon, ils ont réussi à démonter un peu les choses, etc. Mais là, je pense que s'il y a quelque chose, Macron risque d'avoir un peu chaud. Merci beaucoup Vincent pour ton témoignage, hein. Merci à toi de pouvoir me donner la parole. C'est pas évident de pouvoir parler librement, bah voilà, à part le Dauphiné, mais bon, le Dauphiné, je lis pas et j'aime pas. Mais là, c'était vraiment important pour moi de témoigner bah, envers toi et puis surtout que je te suis depuis même un petit moment. Bah écoute, merci beaucoup Vincent, ça me touche beaucoup. Et puis fais attention à toi et à ta chérie et prenez soin de vous. Merci en tout cas, Vincent. Merci. Allez, à bientôt. Courage à toi. Salut.